Bonsoir à tous et bienvenue au 13h de ce dimanche. Dans le menu de ce journal, visite de travail du président Patrice Talon à Abuja. Le chef de l'État a pris part au 56e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La situation sécuritaire au sein de cet espace et bien d'autres questions ont focalisé les attentions. La ministre Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou était à Bembereke, précisément au Prytanée militaire. Elle y a inauguré les salles numériques pour des établissements d'excellence et de jeunes filles. Également dans ce menu, le Borgou sera bientôt totalement desservi en eau potable. Une tournée de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable s'y est consacrée. Je vous invite dans ce 13h à faire un tour dans la commune de Tchaourou pour nous en convaincre. Le président Patrice Talon a participé ce samedi au 56e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur la situation sécuritaire au sein de l'espace communautaire. Le président Patrice Talon a pris activement part aux échanges des précisions avec Ricardo Loïc Pékou. Aéroport international Mandi Azikiwe d'Abuja dans la matinée de ce samedi, le président Patrice Talon est accueilli à sa descente d'avion. Salutations d'usage et exécution de l'hymne national. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu ce samedi à Abuja a été marqué par l'allocution de bienvenue du président Muhammadu Buhari, président du pays hôte, et celle du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et de son excellence Mahamadou Issoufou, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette session de la CEDEAO se tient dans un contexte sécuritaire marqué par la montée de la menace terroriste dans le Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donc penchés sur les défis sécuritaires dans certains pays de l'espace CEDEAO. Ils ont fait un point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ce sommet a aussi permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner le plan d'action de lutte contre le terrorisme dans l'espace. Un plan d'action doté d'un budget et assorti d'un calendrier de mise en œuvre. Cette réunion des chefs d'État et de gouvernement a été aussi l'occasion de remettre sur le tapis la question de la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO. Des discussions se poursuivent à cet effet. Le président de la République, qui a pris part à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est de retour à Cotonou. Parlons de cette journée d'évaluation à la Cour constitutionnelle. Il a été question pour le personnel de la haute juridiction de faire le bilan de l'année 2019. Le point avec Génial Afouda et Génial Aboka. Évaluer les différentes activités menées en 2019, tel est le but de cette rencontre qui réunit les acteurs de la Cour constitutionnelle. Une journée consacrée à faire le bilan des dossiers examinés par l'institution au cours de cette année. La haute juridiction a rendu 566 décisions qui se répartissent comme suit: 533 décisions de contrôle de constitutionnalité ou de violation des droits de l'homme, avec 23 jonctions de procédure, dont 32 actes judiciaires, 7 procédures judiciaires, 42 dossiers de délai anormalement longs, 10 exceptions d'inconstitutionnalité, 6 atteintes à l'intégrité physique et morale, 4 dossiers de traitement inhumain et dégradant, 57 dossiers de détention, 41 atteintes aux biens, 53 dossiers de conflit de travail, 6 dossiers mettant en cause le droit de propriété, 64 dossiers de contrôle de légalité, l'examen de 11 lois ordinaires, de 16 lois électorales, 184 autres objets de contrôle, actes administratifs et autres. La journée d'évaluation des activités de la Cour constitutionnelle était également l'occasion pour le président de l'institution de saluer les efforts du personnel et le convier à redoubler d'efforts pour l'année à venir.
Il faut s'offrir une pause, regarder dans le rétroviseur et apprécier ce que l'on a accompli comme progrès, ce dont on a souffert comme difficulté, les obstacles qui se seraient élevés sur le cheminement. L'évaluation est nécessaire pour la vitalité des institutions. En tout, 595 dossiers ont été vidés en 2019 par la haute juridiction. 242 autres sont toujours en cours d'examen. Et puis la Cour des comptes, devenue une réalité au Bénin, elle a été consacrée par la Constitution. Quelle en est l'opportunité et pour quelle utilité? Dr Serge Batonon en a débattu au vendredi des finances publiques. C'était en présence de Marcel Arrossi. C'est un acte qui rassure sur la volonté d'éradiquer la mafia économique. La Cour des comptes est devenue réalité à l'avènement de la loi 2019-40 qui révise la Constitution du 11 décembre 1990. Dès lors, les débats sur la nouvelle institution foisonnent dans tous les sens. Dr Serge Batonon, spécialiste en audit et des systèmes financiers publics des États de l'UEMOA, y voit une avancée en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une Cour des comptes professionnelle, une Cour des comptes capable d'impacter les finances publiques. J'ai comparé la Cour des comptes telle que créée au Bénin avec certaines autres cours des comptes dans la sous-région où c'est dit que les membres de la Cour des comptes ont des mandats. La Constitution du Bénin a le mérite de ne pas préciser ça. Au Togo, c'est un mandat de 6 ans. Au Burkina Faso, c'est un mandat que les membres de la Cour des comptes ont. Dans certains pays, c'est la mouvance qui donne des membres, l'opposition donne certains membres. La Constitution actuelle du Bénin a le mérite de parler simplement de membres de la Cour nommés par le président de la République, a le mérite d'introduire la nuance entre expérience professionnelle et pratique professionnelle. Cette cour, selon lui, représente la troisième pierre essentielle pour le bon fonctionnement des systèmes financiers publics. Les deux autres pierres, ce sont les organes délibérants qui autorisent le gouvernement, les exécutifs municipaux et les directions générales des entreprises publiques et établissements publics à exécuter un budget. Lorsque le budget est exécuté, il faut bien que cette troisième pierre existe pour s'assurer de la régularité de l'exécution de l'autorisation donnée par le Parlement. Et pour s'assurer également, comme je l'ai dit tantôt, de ce que cette autorisation donnée est effectuée de façon à obtenir la performance publique, condition sine qua non aujourd'hui pour permettre à l'administration d'amorcer un développement. Il a fallu 19 ans pour mettre en œuvre cette recommandation de l'UEMOA. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est maintenant fait. Également dans ce 13h, on retient que la ministre du numérique et de la digitalisation a inauguré les salles numériques pour des établissements d'excellence et de jeunes filles. La cérémonie a eu lieu au Prytanée militaire de Bembereke. Ronald Robinson et Michael Nouati pour les précisions. À travers cette inauguration, le numérique trouve ainsi son chemin au Prytanée militaire de Bembereke. Classe numérique équipée de 36 ordinateurs et d'une imprimante alimentée par énergie solaire, Internet haut débit, en plus de contenu numérique éducatif, sont entre autres composantes du package que représente une salle numérique. Les professeurs seront également formés sur l'ICDL qui leur permettra donc de prendre en main également et de pouvoir transmettre, disons, le savoir à leurs étudiants. Les élèves qui ont bénéficié de ces salles pourront avoir accès aux ressources du monde entier, des universités, les meilleurs établissements dans le monde, pour qu'ils ne soient pas en marge du développement du numérique et de la révolution numérique en cours. Une salle numérique, c'est un investissement lourd. Et avec Bembereke ici, et environ, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants peuvent arriver et solliciter l'utilisation de ces salles numériques. C'est pour cela que je vous demande d'en faire un bon usage.
Après la mise à disposition en novembre dernier de 24 salles numériques aux établissements secondaires et primaires à raison de 2 salles numériques par département, Aurélie Adamsoulé Zoumaro s'intéresse particulièrement, cette fois-ci, au lycée d'excellence et aux établissements de jeunes filles, dont le Prytanée militaire de Bembereke. Elle entend accompagner les bonnes performances de cet établissement avec les potentialités du numérique. Le gouvernement du président Talon a vu juste en mettant et en inscrivant en lettres d'or la numérisation et la création des salles numériques dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup de centres de formation de notre pays. Apprenants et équipes d'encadrement bénéficiaires sont fiers de pouvoir jouir de cette opportunité numérique. Ça fait un bon nombre d'années qu'on attend une salle informatique au PMB et mieux, c'est une salle numérique au grand complet qui va nous permettre d'améliorer nos résultats, de mieux nous cultiver et bien d'autres choses, de pouvoir nous ouvrir sur le monde. Au lycée des jeunes filles du Borgoa-Libori, la délégation ministérielle a ouvert les portes de la salle numérique de l'établissement à la grande satisfaction des autorités locales et des acteurs de l'établissement. Les enfants sont ici internés, il n'y a pas de moyens de déplacement en commun, il n'y a pas de centre de recherche, salle informatique, il n'y a pas. Donc c'était vraiment une très grande difficulté pour nous et ça se sentait même dans le rendement scolaire. C'est les enseignants qui se mettent parfois à leur place pour leur fournir les informations nécessaires. Donc avec cet avènement maintenant, les enfants seront maintenant autonomes dans leurs recherches. Tout ça, c'est en fait la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, qui est que le numérique doit impacter l'ensemble des secteurs et surtout le secteur éducatif pour les recherches, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école et puis se préparer aux défis de demain pour le bien de notre pays. Et je voudrais donc, à travers Madame la Ministre, remercier le gouvernement pour cet effort qui est fait et profiter également de l'occasion pour inviter nos frères et sœurs, nos enfants, les apprenants, à s'approprier ce joyau qui leur est réalisé, toute chose qui devrait leur faciliter les études. C'est un plus par rapport à nous qui avons étudié cet outil. C'est un spontané cadeau, ça va beaucoup nous aider dans nos études. C'est pourquoi nous remercions le ministère du numérique et de la digitalisation. Comme le Prytanée militaire de Bembereke et le lycée des jeunes filles du Borgoa-Libori, le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou et celui des jeunes filles de Natitingou bénéficient également de ces atouts numériques. La ministre du numérique et de la digitalisation était aussi à Alada. Aurélie Adamsoulé s'est entretenue avec les équipes techniques en charge des travaux de connexion des services déconcentrés de l'État et d'autres acteurs impliqués. Elle a également visité les sites de mise en œuvre physique de ce projet. Le point avec Aziz Alagbé. Le Bénin, pays numérique. Le gouvernement du président Patrice Talon s'y attelle. Les travaux pour y arriver sont en pleine exécution sur toute l'étendue du territoire national. C'est la principale raison d'une descente de la ministre en charge du numérique et de la digitalisation à Alada. Elle est venue visiter le chantier qui permettra de relier beaucoup d'administrations, de mettre le numérique au service de la gestion des finances publiques. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de lenteur administrative et si on doit connecter tous les services pour permettre que ça puisse avoir une performance administrative, ça doit être bien reçu. Donc, c'est devenu constater l'évolution du chantier. C'est un chantier hautement technique qui permettra de mettre les recettes perception, tous les services du ministère des Finances ainsi que les collectivités territoriales en relation. Pour booster les résultats dans la gestion des finances publiques, le numérique est un facteur capital. Une fois achevé, le système va conférer à la gestion des différentes structures interconnectées clarté et efficacité, en plus d'autres avantages. Le gouvernement du président de la République, le président son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a bien réfléchi pour régler la question de la transparence. Aujourd'hui, sur le site de gestion des marchés publics, on pourra tout gérer et tout sera transparent. Il y a l'autonomie énergétique qui est assurée déjà par les panneaux solaires, où on peut profiter de ça. Voyez-vous, on peut publier tout ce qui est gestion des finances publiques. On peut avoir accès aux différents sites. Tous les outils seront installés. Recommandation est faite par l'autorité quant à l'entretien et la sécurisation des équipements.
La ministre, lors de son périple, a aussi constaté le niveau d'exécution des travaux entrant dans ce cadre dans la commune de Dassa. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, à la tête d'une délégation, était au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau de Porto Novo. C'est pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction de l'unité de dialyse. La délégation s'est aussi rendue au centre de gestion des déchets biomédicaux de Cotonou. Rebecca Kenjaoundé et Ernest Tetego. Cette machine peut détruire 200 à 400 kg de déchets biomédicaux par heure. Nous sommes au centre de gestion des déchets biomédicaux situé au PK10 à Kpakpa Cotonou. Ici, les déchets sont transformés en particules de 3 à 5 mm de sorte à obtenir des résidus stériles qui seront assimilables à des ordures ménagères. Et ces ordures ne sont pas des déchets parce que ça va être valorisé, être utilisé dans les fours des cimenteries par exemple pour chauffer, ce qui va faire que ces cimenteries vont utiliser moins de gasoil pour faire fonctionner leur four. Vous savez, aujourd'hui on parle de l'innovation de construire des briques, des pavés avec des déchets. Oui, les déchets qui proviennent de ces déchets qui initialement étaient à risque infectieux peuvent réellement servir à cela. Donc c'est vraiment écologique ce qui se passe dans ce centre. C'est une solution innovante, un modèle économique et écologique mis en place par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. L'idée est de débarrasser les centres de santé de tous déchets biomédicaux, éliminant ainsi tout risque de transmission d'infection. Une démarche qui épouse parfaitement les ambitions du gouvernement en ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux au Bénin. C'est tout l'intérêt de cette visite du ministre de la Santé. C'est une initiative vraiment très louable en ce sens que non seulement elle permet de préserver les populations du risque infectieux lié à ces déchets qui, lorsqu'ils sont mal éliminés, peuvent contribuer à les contaminer, mais également va permettre au niveau des formations sanitaires de s'assurer d'une élimination correcte de ces déchets. Les problématiques liées à la quantité, à une élimination sécurisée, vont être désormais conjuguées au passé. Des démonstrations ont été faites à la délégation ministérielle. Cap est ensuite mis sur le centre hospitalier départemental de l'Ouémé Plateau. Ici, 2 sites sont visités dans l'enceinte de l'hôpital. Il s'agit de l'unité de dialyse et du local qui va abriter le scanner du CHD Porto Novo. En ce qui concerne l'unité de dialyse, les travaux évoluent très bien. Nous sommes déjà à un taux d'exécution physique de près de 97%. Il reste quelques réglages à faire pour que dans les tout prochains jours, le bâtiment puisse être réceptionné. Et le processus pour l'acquisition de mobilier, mes équipements et des équipements médico-techniques est déjà en cours. Et dans les toutes prochaines semaines, nous allons pouvoir inaugurer ce centre. Je profite en même temps pour rassurer la population de nos patients dialysés que, comme cela avait été dit il y a quelques jours, c'est la réalité que vous avez pu constater aujourd'hui. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour vraiment assurer une meilleure offre de soins de qualité à leur endroit. Un bâtiment R+1 d'une capacité de 11 générateurs pour accueillir les patients hémodialysés chroniques et aigus. Puisque la prise en charge des patients aigus est capitale pour nous, le gouvernement s'engage dans cette logique-là afin de préserver les malades aigus pour qu'ils n'évoluent pas vers la chronicité. C'est donc une unité complète de néphrologie et d'hémodialyse qui est ici construite. Selon le ministre de la Santé, des réformes sont en cours pour une réduction du coût de la dialyse. Tout ceci dans le but d'aider les malades tout en leur assurant des soins de qualité. Cette question à présent, comment assurer un soin de santé de qualité aux populations vulnérables de la Guinée équatoriale à travers une assurance santé? C'est à cette interrogation qu'a tenté de répondre Roland Métenroué, un compatriote ayant vécu en Guinée équatoriale. Des réponses trouvées via une recherche sur sa thèse de doctorat. La Guinée équatoriale, c'est un peu moins de 1 300 000 habitants. Un pays ayant l'un des meilleurs PIB par habitant au monde, mais en fait, les 3 quarts de la population ont 43%
de revenus contre 57% pour le reste. Un véritable contraste qui se lit aussi sur les images. De belles infrastructures routières et immobilières entourées par des taudis où vivent une population très vulnérable. Un contraste qui est à la base de cette étude de recherche menée par Roland Thierry Mettenrouy. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été ému par tout ce qui concerne la justice, l'équité, le fait que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas des gens qui soient vraiment à un niveau très bien, très élevé et qu'il y ait d'autres qui croupissent dans des conditions pas intéressantes. L'impétrant à la quête d'un doctorat en économie coopérative et développement, après 5 années de vie en territoire équato-guinéenne, propose un mécanisme pour assurer une couverture sanitaire à la couche vulnérable. Nous étions en train justement simplement de proposer un mécanisme pour la Guinée équatoriale pour soutenir cet effort que fait déjà le gouvernement qui fait vraiment beaucoup pour un pays qui vient de très loin. Nous avons juste proposé un modèle et nous pensons que ce modèle peut être utile. Architecture d'un système de micro-assurance santé et bien-être des populations vulnérables. Un modèle très vite comparé à celui en cours au Bénin. Le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est un système très avancé, un système de prise en charge de la santé des populations les plus pauvres, etc., où l'État a une subvention de 100%, qui est un système très avancé, qui a déjà commencé à Soava, etc., et pour lequel nous devons féliciter le gouvernement béninois. L'impétrant veut améliorer le soin de santé des plus vulnérables en Guinée équatoriale. Il veut contribuer au développement du capital humain, un ensemble de propositions approuvées par les membres du jury. Ils lui ont décerné le titre de docteur en économie coopérative, gestion et développement. Et sachez que les difficultés d'approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux du Bénin sont en train de se résorber. À Tchaourou, les équipes de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable ont bouclé la tournée au terme de laquelle la commune sera totalement desservie sous peu. Le reportage est signé Brice Kibozo et Jean-Claude James. Commune de Tchaourou, arrondissement de Tchatchou. Bienvenue au collège d'enseignement général Kenoupanou, situé dans le village du même nom. Des infrastructures scolaires adéquates, des enseignants disponibles. Le tableau serait idyllique s'il n'était terni par ceci. Ici, les hautes herbes ont pris le pouvoir. Plusieurs mois déjà que les collégiens de Kenoupanou et les riverains n'ont pas vu une goutte d'eau suintée de ce forage. Le village de Kenoupanou est situé dans une zone où il n'y a pas du tout d'eau. Donc les gens vraiment affluaient vers cette fontaine-là pour s'approvisionner en eau. Et depuis un moment, depuis février 2019, le forage a cessé de fonctionner. Ailleurs dans le village, si le constat n'est pas tout à fait identique, la peine des populations est tout de même perceptible. Les pompes à motricité humaine, quand elles fonctionnent, demandent beaucoup d'efforts pour une satisfaction limitée. L'arrivée des équipes de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est donc forcément une bonne nouvelle. On souffrait cruellement de problèmes d'eau ici, par le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, avec ce que l'acte venait de poser, on est très content, surtout les femmes, très contentes de l'acte. L'eau potable est en train de manquer cruellement à Kenoupanou. On n'a pas d'eau sincèrement à Kenoupanou ici. Les forages, on a fait beaucoup de forages, mais les forages tarissent. Les élèves ont des problèmes, les professeurs, même pour trouver de l'eau, là, il faut parcourir au moins près de 7 km avant d'aller recueillir l'eau. On ne pourra que remercier le gouvernement de Patrice Talon, parce que depuis des années, c'est ce problème qu'on est en train d'endurer. Donc, quand déjà nous on a appris ça, vraiment, on était très très contents. On lui souhaite longue vie, que le Dieu Tout-Puissant l'aide à accomplir son péage dans la paix et dans la joie. Comme dans les autres localités visitées, ce qui s'annonce ici tranche totalement avec les réalisations du passé. Ici à Kenoupanou, il y aura la construction d'un château d'eau de 200 mètres cubes, hauteur sous cube 20 mètres, et qui va desservir la population par le biais des canalisations. Et il y aura la construction des bonnes fontaines pour que l'eau puisse aller au niveau de chaque hameau. Et on aura au moins 3 à 4 forages qui vont alimenter ce château d'eau-là pour pouvoir amener l'eau à travers les conduites vers les bonnes fontaines et aussi vers les ménages qui vont
qui vont demander avoir des branchements particuliers. Le projet d'adduction d'eau potable en cours de mise en œuvre ne se limite pas à Tchaourou ni au département du Borgou. Le projet de 24 AFV constitue donc la première tranche de la phase d'urgence de l'accès universel que le gouvernement a lancé. Et elle s'exécute dans les départements du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Mono et Koufo. C'est vrai, ça a accusé un peu de retard, c'est dû à l'aspect que nous avons pris, parce qu'on a changé, au lieu de travailler village par village, nous couvrons plusieurs villages. Donc les études qui ont été faites au préalable ont nécessité donc à être revues, et c'est ça qui a fait que le projet a eu un peu de retard, mais maintenant tout est dans l'ordre. Et puis vous avez vu, nous sommes en train d'implanter maintenant les points d'eau et le travail démarre aussitôt. Dans le secteur de l'eau, on remarque un grand changement. Ça là, il faut dire que c'est une première fois qu'on voit une évolution où on prend en même temps en compte tout un arrondissement. Et la direction est en relation avec l'agence. Et les dossiers dont nous disposons, les grands villages, les grands arrondissements qui peuvent bénéficier de ces genres d'infrastructures, on essaie de leur fournir les données techniques qu'on conservait dans notre base pour aider l'agence à prendre le pas et réaliser ces différentes infrastructures sur le terrain. L'ambition du président Patrice Talon de réaliser de manière anticipée l'objectif de développement durable numéro 6, relatif à l'accès pour tous à l'eau potable à l'horizon 2030, est en passe donc de se concrétiser. Voilà, approvisionnement en eau dans la commune de Tchaourou. Le sujet est signé Brice Chibozo et James William Bagidi. Et puis on le sait, depuis hier, Fibrune Tchoumado de l'école catholique Sainte-Thérèse d'Abomey-Kel avait inscrit son nom au palmarès du concours Mimoun. Elle a été retenue à l'issue de la phase finale du concours qui a eu lieu ce samedi. Fibrune Tchoumado est âgée de 8 ans et élève en classe de CM2. Elle repart ainsi avec le vélo offert par la Fondation Claudine Talon Vianney et les du complexe scolaire Oufouet Boahi et Johanna Tokoyon de l'école catholique Lenim finissent respectivement 2e et 3e de la 63e édition du concours Mimoun. Voilà, on poursuit ce 13h, une autre actualité donc, Noël sans jouets, ce n'est plus d'actualité chez les enfants. Face à cette exigence devenue presque naturelle, certains parents se font le devoir d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Mais tous les jouets, il faut le dire, ne sont pas forcément adaptés aux enfants, toute chose qui en appelle à la vigilance des parents. Ramatou Lawani et Estelle Pazou nous en parlent dans ce reportage. Un cadeau pour Noël, cela va de soi aussi bien pour les enfants que pour les parents. Depuis la première quinzaine du mois de décembre, les étalages dédiés à la fête sont achalandés. Il ne revient qu'aux parents de faire le bon geste. Bon geste parce qu'il ne s'agit pas simplement d'offrir un jouet, mais d'en choisir un bon et adapté à son enfant. Pour sa fille de 9 ans, Anissé opte pour ce vélo. À 9 ans, j'ai estimé qu'elle est assez grande pour commencer par expérimenter un vélo dans le quartier. Puisque par le passé, j'ai l'habitude de lui acheter des poupées ou bien d'autres petits jeux, mais à 9 ans, je crois que c'est mieux qu'on lui achète quelque chose qui pourrait l'aider vraiment dans la vie. Donc c'est pour cela que j'ai préféré acheter un vélo. Selon les spécialistes, à chaque âge correspond son jouet. De 0 à 3 ans, l'enfant est considéré comme en éveil. Il faut alors l'initier aux couleurs et aux sons. Entre 3 et 6 ans, l'enfant est dans une phase de socialisation. Il a besoin d'activités manuelles, de jeux de société ou encore d'un petit vélo. De 6 à 10 ans, l'enfant développe sa pensée logique. Les activités sportives, manuelles ou en groupe lui sont indispensables. Le choix de Anissé est encore dans les normes et il n'a pas peur pour sa fille. Nous voyons plein de jeunes filles conduire les motos dans la ville. Il faut que l'enfant commence par s'essayer déjà à leur bas âge. Donc j'ai pas peur. Et aussi dans mon quartier, là où nous vivons, il n'y a pas trop de voitures ou de motos qui circulent. Donc je me suis dit, bon, elle peut s'essayer dans la rue et que peut-être quand elle sera grande, elle sera déjà plus habituée à cela.
Des jouets adaptés aux enfants, les vendeurs aussi en ont visiblement pris conscience. Pas une seule trace de jeu qui incite à la violence sur leurs étalages. Mais attention, à la période de l'enfance, les écrans, quels qu'ils soient, sont déconseillés. Ils sont trop agressifs et pourraient conduire l'enfant dans l'isolement et dans l'addiction aux jeux vidéo. Voilà, c'est dans cette effervescence de Noël qui avance à grands pas que je vous quitte. Merci de m'avoir suivi. Passez un bon dimanche.